pour ce panorama également très complet. Et enfin, pour terminer, la parole est à Monsieur Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, ce que je vais vous dire n'est pas orthogonal avec ce que viennent de dire mes deux collègues. Je serai donc peut-être un peu plus bref, mais en tout cas, j'ai quelques compléments à apporter et peut-être une articulation légèrement différente des sujets qui nous préoccupent. J'ai 4 tendances militaires, 6 tendances régionales avec des ruptures possibles. Et pour terminer, 4 réflexions brèves sur les choix de la France. Les tendances militaires, ça a été dit tout à l'heure, l'accroissement des dépenses de défense mondiale est un phénomène effectivement extrêmement impressionnant. Depuis 2015, nous sommes entrés au niveau mondial dans un deuxième cycle de réarmement après celui qui avait commencé à la toute fin des années 1990, aux environs de 1998. Il concerne bien sûr à la fois les puissances majeures et les puissances émergentes. Deuxième tendance, la prolifération des matériels et des équipements à relativement bas coût, mais à efficacité importante. On le voit tous les jours sur le champ de bataille ukrainien, ainsi bien sûr que les technologies dites duales, au prix d'une formule facile qui a peut-être déjà été trouvée par d'autres. Je parlerai du pouvoir égalisateur de l'électron ou peut-être surtout de l'octet. Je suis sûr que cette formule a déjà été inventée, donc je ne prétends pas en être le seul dépositaire. Troisième tendance, plus positive, c'est qu'on parle un peu moins de la prolifération de ce qu'on appelle les armes de destruction massive, expression impropre mais onusienne, chimique, biologique et nucléaire, hormis le cas de la Corée du Nord qui n'est plus une crise de prolifération mais un problème de dissuasion, et le cas de l'Iran sur lequel je reviendrai, il n'y a pas, et je pense qu'il n'y aura pas, de nouvelles vagues de prolifération nucléaire dans les années qui viennent. La prolifération nucléaire est contenue. Enfin, la dernière, qui mérite d'être rappelée, même si c'est une évidence, le non-emploi de l'arme nucléaire est tout de même, année après année, une bonne nouvelle. Et je pense que sur la Russie, je l'ai dit dès la fin février 2022, je continue à le penser, même si la rhétorique débridée en provenant de certains cercles moscovites, parfois très proches du pouvoir, est un motif d'inquiétude pour de multiples raisons. La politique nucléaire russe, la politique de dissuasion russe, le comportement officiel du Kremlin et des armées russes sur la question nucléaire est plutôt rassurant. Je le répète, je l'assume, et je ne suis pas connu pour être un ami des dirigeants du Kremlin. Sur les tendances régionales, je commence bien sûr, la première, je commence bien sûr par l'Ukraine, un conflit probablement durable, avec une Russie désormais entrée en économie de guerre. Si vous voulez voir ce qu'est un pays en économie de guerre, c'est pas la France, c'est la Russie. Là, c'est vraiment un pays qui s'installe dans une économie de guerre à tout point de vue. Mais au risque de la facilité, je vous dirais que ça peut durer 3 mois, 3 ans ou 30 ans. 3 mois, c'est simplement une formule de style, bien sûr, mais l'effondrement de l'armée de l'agresseur, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire. Ça peut aller assez rapidement. On n'en prend pas le chemin tout de suite, mais ce n'est pas parce que le dispositif défensif russe résiste extrêmement bien qu'il ne peut pas, à un moment, s'effondrer. Cela peut se produire dans un horizon relativement proche. 3 ans, c'est pour dire que c'est un conflit, c'est pour rappeler bien sûr que c'est un conflit qui malheureusement nous rappelle à nous Européens le premier conflit mondial. Et 30 ans, c'est le scénario coréen, c'est-à-dire un moment où le conflit, à force de cesser le feu, de divisions plus ou moins sanctionnées et acceptées, s'installe en fait dans une absence de règlement définitif. Ce qui pourrait faire changer les choses, outre l'improbable mais toujours possible effondrement total de l'armée russe, c'est bien sûr, ça a été dit par mes collègues, l'arrivée de Donald Trump, même si les Ukrainiens, comme ça a été dit également, y pensent, s'y préparent, et surtout, ça ne signifierait pas mécaniquement l'arrêt de toute aide militaire américaine immédiatement dès l'élection. Il y aurait un temps d'adaptation. Et c'est là qu'effectivement, pour les Européens, ça serait un moment très important. Deuxième tendance, la radicalisation du pouvoir russe. Et ce n'est pas forcément nous qui poussons la Russie dans les bras de la Chine, c'est aussi un choix de la Russie, un choix assumé par Vladimir Poutine depuis très longtemps. Mais évidemment, le conflit en Ukraine et la réaction occidentale contribuent bien sûr à ce rapprochement, qui n'est pas une alliance, qui n'en sera pas une, mais qui n'en est pas moins de plus en plus
de plus en plus solide. Je partage le diagnostic qui a été fait tout à l'heure. Nous ne pouvons pas, nous Européens, nous ne pourrons pas avoir, c'est terminé, nous ne pourrons plus avoir de relations normales avec la Russie avant longtemps. On pourra peut-être, à échéance humaine, en avoir, mais il est trop tard pour en avoir rapidement. Voilà. Pour retrouver des relations totalement normales avec la Russie, autrement dit, pour en revenir à la situation de pré-2014, voire pré-2022. Troisième point, c'est la pérennité de l'OTAN et la pérennité de la présence américaine avec des Européens, et ça a été dit tout à l'heure, effectivement, qui s'efforcent d'acheter la protection américaine avec des acquisitions extrêmement importantes depuis 2 ans. Nos alliés européens estiment que acheter du F-35, c'est se protéger contre une présidence Trump. À mon avis, ils se trompent. Mais en tout cas, c'est comme ça que cela fonctionne. Il faut en prendre acte. Sur l'hypothèse Trump ou Trump équivalent, nous ne sommes toujours pas prêts. On y pense. On y pense à Bruxelles, on y pense à Paris, on y pense à Berlin, un petit peu moins. Mais dans certains pays, y compris celui que je viens de mentionner, on est quand même très facilement dans le déni. Le souvenir de la première présidence Trump, pendant laquelle finalement on a tenu et on s'est débrouillé, est souvent mis en exergue pour se rassurer, ce qui, à mon sens, est une erreur. Donc on y pense, mais pas assez, parce que je pense que si vous avez, avec d'autres, que si vous avez aimé la première présidence Trump, vous adorerez la deuxième, ça n'aura rien à voir. Ça n'aura rien à voir. Et ce sera effectivement l'heure de vérité pour les Européens. Quatrième tendance, bien sûr, les tensions sino-américaines croissantes, avec assez peu d'espoir de voir les choses s'améliorer. C'est structurant, bien sûr, pour les relations internationales. Découplage impossible, dérisquage probable. Je crois qu'on est tous d'accord sur le sujet. Avec toujours la rupture possible de l'invasion de Taïwan, même si ça n'est pas un scénario probable aujourd'hui. Voilà, on peut, une manière raisonnable de dire les choses. Cinquième tendance, un Iran qui est arrivé désormais à ce qu'on appelle, même s'il n'y a pas de définition officielle, le seuil nucléaire, c'est-à-dire qu'il peut avoir suffisamment de matière nucléaire, de matière fissile en quelques jours. Ce qui est rassurant toutefois, c'est qu'il n'y ait pas, en tout cas je ne connais pas d'indication comme quoi l'Iran aurait repris ses travaux dits de militarisation, c'est-à-dire d'études de fabrication de la charge, qui prendraient au moins 1 an selon les meilleurs experts. Donc à moins qu'il y ait des éléments de renseignement sur ce sujet, ça veut dire que même si l'Iran le décidait, ce qui n'est pas le cas en tout cas apparemment aujourd'hui, il lui faudrait quand même au moins 1 an avant de disposer d'un engin prêt à la détonation. Les ruptures possibles, bien sûr, le toujours concevable retrait iranien du TNP, mais ce n'est pas parce que nous pensons que ce n'est pas dans l'intérêt des Iraniens qu'ils ne le feront jamais. Beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas dans l'intérêt de la Russie d'envahir l'Ukraine. Pas de chance. La manière dont nous concevons les intérêts des autres n'est pas forcément, et même rarement, la manière dont eux conçoivent leurs propres intérêts. Donc c'est toujours une bonne gymnastique mentale. Essayons de ne pas nous projeter dans la tête des autres et ne prétendons pas connaître leurs intérêts mieux qu'ils les connaissent eux-mêmes. L'autre rupture possible, c'est bien sûr le bombardement israélien. Là encore, je crois que c'est extrêmement peu probable. Je pense, et je l'ai toujours dit, je pense que le seuil, dans les faits, le seuil de l'action, même pour un gouvernement tel que celui qui est au pouvoir aujourd'hui à Jérusalem, reste un seuil extrêmement haut. Enfin, dernière tendance, une bataille de l'influence en Afrique de plus en plus difficile pour la France. Et si je cherchais une rupture, je ne la vois pas vraiment, mais je dirais que l'effet de contagion pourrait ne pas s'arrêter là. Et qu'après tout, des manipulations habiles de la part de la Russie, ajoutées à des maladresses toujours possibles de la part de la France, pourraient faire en sorte que le mouvement de contagion, voire d'imitation, se poursuive. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout exclure. À partir de là, quatre réflexions très brèves sur les choix pour notre pays. D'abord, sur la dépense de défense. Ce n'est pas parce que les autres dépensent qu'on doit faire de même.
il n'y a pas de relation mécanique entre la dépense militaire des Chinois, des Russes, des Iraniens et d'autres, et celle de la France. En revanche, je crois que la vraie question pour nous sur l'avenir de notre budget de la défense, c'est la relation avec nos alliés. Autrement dit, on ne peut pas peser au sein de l'Europe de la défense et au sein de l'OTAN sans être un acteur qui montre qu'il prend en compte l'ensemble des phénomènes dont j'ai parlé il y a quelques instants et qui entend demeurer sur le long terme un acteur militaire de premier plan. Donc je dirais que pour moi, la question au dehors de nos besoins que vous connaissez, je dirais que l'aspect politique de la dépense de défense, il est beaucoup plus important vis-à-vis de nos alliés et de nos amis plutôt que de nos adversaires. Deuxième élément de réflexion, il y a une petite musique parfois dans les cercles de réflexion qui consiste à dire il faut se retirer d'Afrique et pour pouvoir se réinvestir dans l'OTAN. Alors c'est un choix facile qui ne correspond jamais, parce que c'est un choix trop facile, ça ne correspond pas aux choix politiques. Les choix politiques, c'est toujours beaucoup plus complexe que cela, et vous le savez beaucoup mieux que moi. On peut comprendre l'idée, parce qu'elle est simple, et ça fait un slogan de t-shirt, comme on disait aux États-Unis. Mais d'abord, d'une part, je ne pense pas que nous devions nous retirer totalement d'Afrique, ou en tout cas, si on le faisait, on sera rappelé un jour. En tout cas, l'histoire montre qu'il serait imprudent de parier sur le fait que nous ne serons pas rappelés en Afrique dans les 10 ans qui viennent. Je dis ça comme ça. Je ne vais pas parler du Moyen-Orient, mais évidemment, le Moyen-Orient a toujours aussi la mauvaise idée de se rappeler au bon souvenir des Occidentaux au moment où on s'y attend le moins. En revanche, il n'est pas illégitime de continuer à réfléchir sur la place que nous voulons avoir dans le dispositif de première ligne de l'OTAN. Est-ce que nous sommes satisfaits de voir les Polonais et les Allemands prendre le lead, ou voulons-nous être un pays de première ligne dans un système de défense collective qui devra s'installer dans la durée pour dissuader d'abord et parer éventuellement à une éventuelle provocation russe à nos frontières. Troisième élément, n'oublions pas la Turquie qui semble s'être un petit peu assagie dans son comportement, mais qui, bien sûr, est à regarder tout particulièrement pour nous dans la mesure où nous avons un accord de défense, vous le savez bien, avec la Grèce qui est particulièrement contraignant, et où aussi, et Thomas a bien fait de le rappeler, et aussi l'attitude de la Turquie en cas on va dire, si l'Azerbaïdjan, comme malheureusement il pourrait le faire, s'enhardit encore un petit peu plus, ça sera un véritable sujet d'interrogation. Dernier point, je ne peux pas empêcher de dire que même si nous parlons beaucoup des menaces visibles, les menaces invisibles sont peut-être aujourd'hui celles qui sont les plus préoccupantes pour notre sécurité de Français et d'Européens et pour notre autonomie stratégique de Français et d'Européens. Je pense au pillage de notre savoir-faire scientifique et technologique, et pas seulement de la part de nos adversaires. Je pense bien sûr aussi à la désinformation et à la manipulation politique, la manière dont la Russie, la Chine et d'autres agissent en dépit de nos réactions souvent très saines sur ce sujet. Je crois que la France se laisse de moins en moins faire, mais les moyens qui ont été mis par ces pays au service de la désinformation et de la manipulation politique en Europe, j'espère d'ailleurs qu'on n'en verra pas trop à l'occasion du scrutin européen de l'an prochain, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir une vigilance extrême parce que c'est moins visible, ça fait moins fonctionner les industries, mais c'est à mon sens au moins aussi important pour l'avenir de notre pays